Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Faut-il interdire le port du voile dans les clubs sportifs? À la question, le gouvernement répond oui, mais pas sans interrogation, y compris de la part de la ministre chargée des Sports. On va en parler justement avec un ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le sénateur Patrick Kanner. Il sera notre invité en première partie de notre émission. Petite Casbah, une histoire d'amitié dans l'Algérie des années 50. C'est le récit que propose Capucine Lewal. On en parle avec elle dans la seconde partie. Dans sa chronique, Adrien Fontenot nous emmène en Grande-Bretagne où la série Adolescence fait réagir jusqu'au Premier ministre. Mais avant cela, place à l'actu de l'éducation avec Adrien. Adrien, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec les nouvelles révélations ce matin sur la mort du petit Émile. 4 personnes dont ses grands-parents ont été placés en garde à vue. C'est peut-être un tournant dans cette affaire. Des membres de la famille du petit Émile sont-ils responsables de sa mort? Ses grands-parents ont été placés, vous l'avez dit. Un oncle et une tante du garçon aussi. Ils ont tous été placés en garde à vue ce matin pour homicide volontaire et recel de cadavres. Pour rappel, Émile, âgé de 2 ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023. Alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernay. Pendant 9 mois, l'enquête n'a pas beaucoup avancé jusqu'à la découverte fin mars 2024 par une promeneuse du crâne et de dents de l'enfant. Et donc ce rebondissement aujourd'hui, un tournant pas si surprenant pour le spécialiste police-justice de RTL, Jean-Alphonse Richard. Pourquoi, il faut dire en mots aussi, pourquoi on en arrive là aujourd'hui à ces gardes à vue? Voilà, les gardes à vue, ces gardes à vue, elles devaient avoir lieu, pour tout vous dire, juste avant la découverte du crâne. C'est la découverte du crâne qui a tout interrompu à ce moment donné. On s'est dit, ça y est, c'est fini, c'est sans doute un accident. On a trouvé un crâne, donc on a trouvé des indices. Découverte du crâne, fin mars 2024. Il y a un an, etc. Donc effectivement, c'est que cette garde à vue, à l'époque, elle a été reportée, on l'a entendu. Et puis pendant ce temps, l'enquête a continué. Et c'est là le plus intéressant. Parce que l'enquête continue. Qu'est-ce qu'on fait quand une enquête continue? On fait beaucoup d'écoutes téléphoniques. Ça, c'est très important. Et sur ces écoutes téléphoniques, la famille discute. La famille discute. Et parfois, la famille ne s'entend pas. La famille se dispute. Ça arrive. Et c'est arrivé sans doute dans ce dossier. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des conversations qui sont troublantes. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Des conversations troublantes, ça veut dire qu'il va falloir poser les questions à Anne et Philippe Vidovigny, à leurs enfants, pour dire pourquoi, à un moment donné, vous vous affrontez sur Émile, vous parlez d'Émile, vous en parlez de telle façon, pourquoi? Voilà, la garde à vue, en ce moment, elle porte là-dessus, beaucoup. L'avocate des grands-parents Isabelle Colombani a confirmé à l'AFP le placement en garde à vue de ses clients, déclarant ne faire aucun commentaire. Les enquêteurs s'étaient déjà penchés sur le passé du grand-père maternel d'Émile. Son nom avait été retrouvé dans une affaire de violence sur mineurs dans les années 90. En tout cas, l'affaire repart et on continuera de vous en parler dans le Grand JT. Autre fait divers, autre affaire, plus récente cette fois avec cette rixe mortelle à Hyères dans l'Essonne. Les faits se sont déroulés hier aux alentours de 16h30 à la fin des cours au lycée Louis-Armand. Une dizaine de mineurs se sont regroupés, de violentes bagarres ont suivi, des affrontements aux mains mais aussi au couteau. Un jeune de 17 ans a été touché au thorax et est décédé malgré les tentatives de réanimation. Les forces de l'ordre ont interpellé 6 suspects dont l'un est soupçonné d'avoir donné le coup de couteau mortel. Le jeune homme décédé serait originaire du quartier des Hautes-Mardelles dans la commune voisine de Brunois. Les enquêteurs soupçonnent une rivalité avec le quartier des Tournelles, 2 quartiers connus pour leur tension commune, selon Guillaume Roux, secrétaire départemental de l'Essonne du syndicat Unité SGP. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait le vice-président du département, Alexandre Touzet. On constate depuis une quinzaine de jours une remontée de ces phénomènes qui sont très connus en Essonne puisqu'on concentre à peu près 25% des rixes nationales et par rixe on entend quelque chose de très précis, c'est-à-dire des affrontements tribaux entre quartiers du même ville ou quartiers de villes voisines qui sont déconnectés à des problèmes de stupéfiants qu'on connaît par ailleurs. Donc on craint malheureusement que ça soit encore cette bêtise d'Éric en Essonne ou des phénomènes qui perdurent des fois depuis 30 ans et dont on ne connaît pas l'origine. Mais je voulais bien sûr au tout début de notre entretien avoir une pensée parce que c'est le 9e jeune qu'on perd en 4 ans et c'est toujours insupportable pour les acteurs locaux d'apprendre ces nouvelles. Alors un mot de compassion pour la famille et ses copains.
Un drame de plus dans le département donc et plus généralement sur le territoire, de quoi relancer encore le débat sur la justice des mineurs. Un mineur qui tue comme une personne majeure doit-il être jugé de la même manière? C'est la question qui a été posée ce matin au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une grande partie de la délinquance, y compris la délinquance la plus violente, est le fait de mineurs. Et ces mineurs, malheureusement, ont un sentiment d'impunité. Pourquoi ont-ils un sentiment d'impunité? Parce que notre politique pénale, la loi qui régit, qui encadre la justice des mineurs, n'est plus du tout adaptée. Parce que on enferme en réalité les mineurs dans un long parcours de délinquance. La plupart de ceux qui tuent, on se rend compte qu'ils ont des antécédents judiciaires. 5, 10, 15, 20, 30, qui n'ont jamais été condamnés à la prison. Donc moi je pense qu'il faut réformer profondément la justice des mineurs, avec des courtes peines de prison de quelques semaines dans des établissements différenciés qui sont prévus à cet effet comme le font par exemple les Pays-Bas. C'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voilà. 2, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui tuent, ceux qui blessent grièvement, y compris pour la minorité. Il faut transformer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'excuse de minorité est la règle. Demain, elle doit devenir l'exception. La justice des mineurs, le Parlement l'étudie actuellement avec la proposition de loi de Gabriel Attal. On y reviendra évidemment dans le Grand JT. On prend maintenant la direction de Pau avec François Bayrou qui tenait son premier conseil municipal depuis les révélations de l'affaire Bétharam. Et une séance des plus tendues, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Premier ministre et maire François Bayrou a consacré une large partie de ce conseil municipal au dossier Bétharam. Les élus d'opposition ont rapidement pris la parole. Le chef de l'opposition socialiste d'abord, Jérôme Marbeau, qui a réitéré son appel à faire la lumière sur les violences commises à Notre-Dame de Bétharam. Je cite: cette affaire me glace d'effroi, monsieur le maire. Vous devez dire la vérité devant l'Assemblée nationale. Autre attaque plus virulente encore, signée d'un autre élu de gauche, Tuncay Silji. Après la lecture des témoignages par François Bayrou, je le cite encore, vous avez le culot de nous lire ça et on doit rester impassible. Vous devriez démissionner. Vous n'êtes plus légitime. On écoute la réponse du Premier ministre. Vous me mettez en cause. Permettez-moi de poser la question. Vous-même, depuis 30 ans, qu'est-ce que vous avez fait ? J'étais là en tant que responsable public et maire de la ville. Est-ce qu'une seule fois vous m'avez croisé en disant « Tiens, il faudrait que je te parle de Bétharam » ? Une seule fois. Vous savez depuis 1996 les détails. Moi, j'ai jamais su aucun détail. Vous dites qu'on aurait dû savoir, mais vous saviez. Il n'y a personne d'autre dans cette salle qui ait su aussi bien que vous. Alors aujourd'hui, vous portez l'accusation, bannière médiatique déployée. En réalité, le coupable, le responsable, c'est vous. Vous croyez que j'aurais scolarisé mes enfants dans cet établissement si j'avais pensé une seule seconde qu'il pouvait s'y passer des choses abominables? Mais vous avez perdu tout sens moral. Jean-François Blanco, autre élu d'opposition, mais aussi avocat des parties civiles dans cette affaire, a profité de ce conseil départemental pour demander la résiliation du contrat entre Notre-Dame de Bétharam et l'État, ainsi que la fermeture de l'établissement actuel. François Bayrou a répondu qu'une procédure était en cours sur la régularité du contrat et que le ministère de l'Éducation nationale prendrait toutes ses responsabilités. On rappelle qu'il était ministre de l'Éducation nationale à ce moment-là. L'Éducation nationale, justement, on en parle avec cette campagne de sensibilisation contre les actes malveillants en ligne. L'expérimentation avait été plutôt concluante en 2024 dans les académies d'Orléans-Tours et de Versailles. Alors le ministère remet ça, l'opération Cactus, c'est son nom. Elle a été généralisée cette année à l'échelle nationale du 19 au 21 mars. Objectif, responsabiliser les collégiens et lycéens face à ces enjeux. La semaine dernière, plus de 2,5 millions d'entre eux ont reçu un faux email d'hameçonnage qui les incitait à cliquer pour gagner des jeux gratuits et piratés. Ceux qui se sont fait duper ont été dirigés vers une vidéo éducative d'après le ministère de l'Éducation nationale et les différents acteurs qui contribuent à cette campagne. 1 élève sur 12 a cliqué. La sensibilisation doit donc se poursuivre et des formations d'environ 55 minutes seront menées par des intervenants, essentiellement des enseignants tout au long de l'année scolaire restante. Les activités des jeunes en ligne, on en parlera justement dans ma chronique tout à l'heure, ça c'est pour le petit teaser. Et puis dans ce journal, on parle aussi de l'épuisement des parents révélé par une enquête Opinionway. Les couches, les cris, les allers-retours à l'école, la préparation des repas, les activités des enfants, le ménage au travail. Si vous êtes parent, voilà une liste non exhaustive des tâches qui rythment votre quotidien et qui vous épuisent aussi parfois, souvent même. Plus d'un parent sur deux, 53% se sent en état d'épuisement. RMC est allé leur tendre le micro ce matin à Bordeaux.
Franchement fatiguée, pour être honnête fatiguée, très fatiguée. On commence une tâche, on la finit pas, on a l'impression d'être un peu débordé, mais ça va. Le pire c'est vraiment le manque de sommeil. Il faut arriver à garder son calme aussi devant un enfant, tout ça c'est... Quand on n'est pas habitué c'est un peu compliqué. Voilà. Même si on aime nos enfants plus que tout, oui, un peu de repos et de calme, franchement j'aimerais bien. Ça m'est déjà arrivé de pleurer parce que les deux, ils arrêtent pas de crier, de pleurer, qu'ils s'arrêtent pas et que je me dis qu'est-ce que je fais pour que ça s'arrête en fait. Voilà, un sentiment partagé par beaucoup. Ils sont 44% à avouer pleurer régulièrement d'énervement, de fatigue ou de dépassement. Autre chiffre de cette enquête, 45% des parents interrogés éprouvent l'envie de fuir. 56% affirment même perdre leur calme de manière régulière. On parle désormais de burn-out parental. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs de l'université belge de Louvain. Le burn-out n'est plus uniquement un mal professionnel. Ils affirment que le stress chronique des parents, l'épuisement parental sont des troubles qu'il faut traiter. Un burn-out qui peut se traduire par une distanciation affective avec ses enfants. Alors pour ne pas en arriver là, c'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Mais parents, prenez du temps pour vous. Merci beaucoup Adrien. On voit que vous n'êtes pas parent. Hein, je ne suis pas parent pour le moment, pas encore. Inscrire dans les meilleurs délais, selon Retailleau, l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives. Après plusieurs passes d'armes entre membres du gouvernement la semaine dernière, nous avons décidé d'interroger l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, le sénateur Patrick Kanner. Il était sous le quinquennat de François Hollande, donc ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est l'invité du Grand JT. Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur PS et ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous connaissez bien le sujet dont on va parler, évidemment. La proposition de loi interdisant le voile dans le sport a été adoptée au Sénat le 18 février dernier. On parle du voile, mais ça recoupe énormément, évidemment, d'autres choses. On va en parler. François Bayrou a donc emboîté le pas aussi et décidé de la présenter à l'Assemblée. Ça a été fait et adopté. Je cite Aurore Berger dans l'hémicycle. Le sport n'a pas à être un terrain de l'entrisme religieux, qui reprenait les termes du Premier ministre. Pourquoi utiliser, selon vous, le terme entrisme ? Je pense qu'il y a un vent mauvais qui souffle sur notre pays aujourd'hui. On utilise le terme de laïcité systématiquement pour tout et rien. Et on est en train de transformer la laïcité en outil d'exclusion pour beaucoup de nos concitoyens et notamment de confession musulmane. Je ne vous cache pas que je n'ai aucune sympathie particulière pour le voile. Je suis un laïc, mais je ne suis pas un laïcard. Et je considère que, bien sûr, pour certaines femmes, et notamment dans d'autres pays que la France, le voile est considéré comme un moyen d'oppression. En France, non ? De patriarcat. En France, cela est possible. Et j'ai été, vous l'avez rappelé, ministre de la Jeunesse et des Sports, mais aussi ministre de la Ville. Oui. Et à l'époque, j'avais eu ce propos qui a d'ailleurs fait beaucoup polémique. J'avais dit, mais en France, il y a des quartiers qui sont soumis à l'islamisme politique, et pas un seul, pas deux. J'avais évoqué 100 quartiers similaires à Molenbeek. Et je ne regrette pas ce propos que j'avais utilisé dans les années 2016-2017, après la série d'attentats. Oui, il y a une menace salafiste. Oui, il y a une menace islamiste politique dans notre pays. Simplement, je ne considère pas que les 6 millions de musulmans qui habitent notre pays sont demain des djihadistes potentiels. Et ce qui me gêne dans cette proposition de loi, c'est que sous prétexte de laïcité, on mélange tout finalement, on veut interdire le voile dans le sport, dans les compétitions pour l'instant. Pour l'instant, les compétitions, mais pourquoi pas dans l'entraînement ? Et pourquoi pas demain dans les clubs de théâtre ? Et pourquoi pas demain dans les écoles de musique ? Et pourquoi pas demain dans les universités ? Ça peut être un choix de société. Et l'interdire aussi sur la voie publique, comme une soutane ou comme une kippa portée par d'autres communautés. Donc jusqu'où on va ? Et c'est pour ça que la loi d'Aristide Briand, la fameuse loi de 1905, est une loi qui dit précisément, je vous ai retrouvé le texte exact, je crois que ça mérite d'être évoqué. Il y a de nombreux articles, mais oui. La loi protège la foi à condition que la foi ne veuille pas faire la loi. C'est une loi qui vise à la neutralité de l'État et non pas à imposer finalement que la religion ne puisse être utilisée que dans le cercle privé. Ça peut être un choix de société, en disant la religion ne doit pas dépasser la porte de l'église, de la synagogue, de la mosquée ou de votre domicile. Mais
je n'estime pas que porter un voile, ou porter une kippa, ou porter une croix voyante dans la rue soit constitutif d'un désordre public. Et vous voyez, la frontière est compliquée en la matière, et je trouve que cette loi va trop loin, et c'est pour ça qu'on a voté contre. Vous avez même rappelé à Stéphane Ravier, qui n'a pas d'étiquette politique, mais enfin on rappelle quand même qu'il a été longtemps au FN et puis après aux côtés de Zemmour, qui est aussi sénateur, que la France était un parti de liberté où les femmes de confession musulmane portent ou ne portent pas le voile en fonction de leur desiderata, même, et si vous venez de le dire, si elles peuvent subir des pressions, donc des pressions spécifiques dans certains endroits. Une explication de vote, donc, qui vous a valu d'être traité de collabo par Stéphane Ravier. J'aimerais juste, alors c'est pas pour faire une polémique ici sur Grand JT, mais enfin quand même, jusqu'où va-t-on dans les propos en vous traitant de collabo, justement, en souhaitant la libre exercice des cultes et donc soumis effectivement à la loi de 1905. Alors, c'est vrai que M. Ravier n'est pas un tendre politiquement, il est habitué de propos que je qualifierais au moins d'excessifs, et en me traitant de collabo, moi qui suis un fils de résistant, ce qui est un peu gênant quand on connaît le parcours qui est le mien, mes origines, y compris philosophiques et religieuses, c'était un peu le monde à l'envers. Donc, et M. Ravier vient de faire l'objet, aujourd'hui même au Sénat, d'une sanction prononcée à 14h30 par, effectivement, le président Larcher. Donc, voilà, je regrette cela, ce sont des mots qui sont ignobles, parce que collabo en France, c'est un mot très spécifique. Bien sûr. On sait à quoi cela fait référence. Donc, moi, je considère que aujourd'hui, encore une fois, même si beaucoup de femmes portent le voile sur la demande de leur mari ou de leur père, on ne peut pas tout mélanger. Et j'espère finalement que ces femmes puissent, y compris, s'émanciper au travers de pratique sociétale, et le sport est une pratique qui leur permet de s'émanciper. Qu'est-ce qui va se passer si cette proposition de loi prospère, comme le souhaiterait M. Bayrou manifestement, si elle va à l'Assemblée nationale et qu'elle est votée? Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en interdisant le voile dans le sport, et pas uniquement dans les compétitions potentiellement, eh bien, vous verrez de nombreuses femmes qui n'iront plus dans les clubs, qui éventuellement formeront un club spécifique. Et donc c'est contraire à toute l'idée de la laïcité républicaine qui est émancipatrice, qui est de rassemblement et qui vise simplement à dire mais nous sommes différents, mais nous contribuons à la même communauté nationale. Et contraire à l'idée du sport aussi, parce que c'est quand même la question dont on parle aujourd'hui. Là, on parle effectivement du port du voile, ou en tout cas de toute tenue vestimentaire ostentatoire liée à une religion dans le sport. Et donc c'est contraire aux valeurs du sport? Alors, le code du sport en France laisse finalement aux fédérations le soin de décider si le voile peut être porté dans les compétitions ou pas. Dans le foot ou dans le basket, c'est interdit. Ailleurs, c'est autorisé. Handball, par exemple, on a vu de nombreuses handballeuses porter le voile. Ouais. Donc, est-ce que porter le voile crée un désordre public dans une compétition? Voilà, on peut en débattre. Justement, on en débat aujourd'hui parce que déjà, la première question, c'est est-ce que c'est à l'État de légiférer sur la question, effectivement, ou plutôt au club? Et deuxième question, si on parle, en l'occurrence, là, on parlait des JO à l'instant, mais de n'importe quelle compétition qui se veut de porter le drapeau, finalement, français, est-ce qu'il faut pouvoir accepter ce type de comportement, si ce n'est que de se signer, par exemple, avant de rentrer sur un terrain de foot? Oui, ou de se signer quand on marque un but. Voilà, d'en appeler au ciel. Il faut respecter les croyances individuelles. Moi, je pense que les meilleurs juges sont les fédérations elles-mêmes, qui ont une délégation de service public. Mais une délégation de service public, ça ne veut pas dire chacun le doigt sur la couture du pantalon et on doit obéir à la même règle. Alors, disons-le clairement, chère madame, on a un problème de contexte. Il y a le texte et le contexte. On est sur un contexte aujourd'hui politique qui est porté notamment par une compétition de congrès entre M. Retailleau et M. Wauquiez. Et pour être très clair, l'idée c'est... Plus on court... Vous parlez de la présidence des Républicains qui va arriver là, hein. En tout cas la conquête de cette fameuse place. Mais c'est un élément de conquête important et on sent bien qu'il y a une forme d'extrémisation, pour ne pas dire d'hystérisation du débat politique autour de la religion musulmane. Encore une fois, je le dis, celui qui vous parle a été ministre et a créé des brigades, entre guillemets, spécialisées de lutte contre le salafisme dans les clubs. Aujourd'hui, les spécialistes estiment qu'il y a à peu près 500 clubs en France de sport affiliés à des fédérations qui peuvent présenter des risques de dérive. Tolérance zéro.
dire des clubs qui utiliseraient des lieux publics pour faire des prières alors que ce n'est pas prévu pour ceux, etc. Des clubhouse, ça c'est pas possible. Et donc il faut repérer, et il faut sanctionner, il faut même désagréer autant que de besoin ces clubs. Mais 500 clubs, je vous ramène cela au nombre de clubs de sport en France. 307 000 clubs. Donc 500 clubs, c'est 500 clubs de trop. Mais je ne veux pas qu'on mélange tout, et je ne voudrais pas qu'une femme, dans tel quartier, ou dans telle ville, ou dans tel village, parce que ses convictions l'amènent à porter un bandana, ou le voile, ou un foulard, tout simplement, se sente exclue parce que sa religion à laquelle elle croit, l'amènerait à porter ce signe distinctif. Est-ce qu'un signe distinctif qui est réel est une menace prosélyte pour d'autres? Je ne le crois pas. En tout cas, c'est mon sentiment profond, en conscience. Par contre, si j'avais été parlementaire en 2004, j'aurais voté la loi d'interdiction du voile à l'école. À l'école. Mais parlementaire aujourd'hui, je ne voterai jamais une loi qui interdirait à des adultes de porter le voile à l'université. C'est compliqué, je le mesure pour nos téléspectateurs, on est sur une frontière qui est pas simple. Une frontière qui est délicate. Je reprends juste la question initiale, enfin ma dernière question en tout cas, celle qui est de représenter finalement la France lors d'une compétition, donc du coup nationale, internationale ou autre. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette question Compétition nationale et internationale, je pense qu'on ne peut pas porter un signe distinctif, quel qu'il soit politique, religieux ou philosophique. Là, c'est très clair. Mais alors, j'ai justement l'association peut-être de ces trois termes qui posent question et débat, justement l'association du religieux et du politique. Lorsque vous avez fait toute cette enquête de terrain, si je puis dire, ce travail au niveau des fédérations à l'époque où vous étiez ministre de la Ville, est-ce que vous êtes entouré de personnes pour vous conseiller sur ce sujet, et notamment des personnes de, par exemple, confession catholique, musulmane ou juive ou autre, pour pouvoir travailler cette étude-là? On travaille beaucoup avec les représentants de ces religions. Oui. Il est vrai que la religion musulmane n'a pas, comme la religion juive, par exemple, de consistoire. Elle n'est pas organisée à ce niveau-là. Et donc il n'y a pas d'organisation politique représentant la religion. Et je le regrette. C'était un sujet... Plusieurs présidents de la République sont un peu cassés les dents pour créer cette instance. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 600 000 Français de confession juive en France, 6 millions, encore une fois, de confession musulmane. Donc on est sur des échelles différentes et je pense que les pouvoirs publics auraient besoin d'avoir ces lieux de concertation permanente. Et c'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui même, dans le groupe politique auquel j'appartiens, le groupe socialiste, au Sénat, on a ici, je vais vous laisser d'ailleurs un exemplaire, une proposition de loi visant à créer un office parlementaire de la laïcité. Je crois que Mme Schiappa avait supprimé l'Observatoire de la laïcité, dont acte. On n'a plus rien pour pouvoir parler de ces questions de manière apaisée, sans provocation, dans un climat politique qui ne soit pas un climat de haine ou d'exclusion. Et donc, moi, j'attends effectivement que les pouvoirs publics nous donnent les moyens de pouvoir parler tranquillement en la matière. J'aimerais citer, si vous voulez bien, le boxeur franco-iranien, alors j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui s'appelle Mayar Manchipour, qui, lorsqu'on lui a parlé effectivement de cette proposition de loi, a répondu « Le voile est un linceul qu'une idéologie religieuse veut mettre sur les femmes, selon lui, qui permet en fait que les jeunes filles soient couvertes en ce moment de liberté, que le sport, c'est tuer leur liberté. Et il soutient donc la même position, effectivement, que Retailleau, dont vous avez parlé, ou encore Julien Audoul, ou François Bayrou, qui a donc validé, entre guillemets, cette proposition de loi. Qu'est-ce que vous répondez à Mayar Manchipour? Je réponds que si nous étions en Iran, bien évidemment, il faudrait combattre le voile comme un outil de patriarcat et un outil de soumission politique, évidemment. Mais vérité en Iran n'est pas vérité dans un pays démocratique, libre comme la France, où la religion doit être protégée. La loi sur la laïcité que j'ai évoquée longuement au début de notre entretien protège la foi. Protège le libre exercice des cultes, encore une fois. Exactement. La neutralité de l'État, ce n'est pas l'interdiction de la religion. Et encore une fois, la frontière est compliquée. Pardon, j'ai posé une question qui peut vraiment choquer certains, mais et si finalement ce port du voile était politique, est-ce que finalement ce serait un vrai problème? Alors, il peut être politique dans certains cas.
Il faut le reconnaître. Quand on parlait tout à l'heure d'entrisme, bien sûr que des organisations salafistes pensent que les clubs sportifs peuvent être de bons outils de mainmise sur finalement les mentalités et la société française. Donc il faut combattre vraiment sans vergogne, il faut y aller et vraiment fort pour éviter ce type de dérive. Mais je ne veux pas tomber dans une forme d'amalgame. Je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf. Mais je ne veux pas tomber dans un amalgame qui aboutirait finalement à considérer que tel signe religieux constitue une menace pour la République. Ce n'est pas vrai. Je continue à parler effectivement, M. Retailleau, qui assure quand même qu'un certain nombre d'informations qui démontrent que, il est en possession d'un certain nombre d'informations, qui démontrent un entrisme islamiste dans le sport, notamment des frères musulmans. On est quand même dans une précision, que l'on découvre pour certains, qui n'est a priori pas étonnant pour d'autres. Vous n'avez pas l'air étonné? Ah non, il a raison. Il y a une volonté des frères musulmans. Bien sûr, des frères musulmans d'utiliser tous les moyens pour pouvoir passer leur message sur le plan idéologique et donc politique à terme. Donc bien évidemment, simplement je ne veux pas faire de confusion. Il y a toutes les femmes qui pratiquent du sport dans notre pays avec le port d'un foulard, excusez-moi, elles ne sont pas toutes les sœurs des frères musulmans. Je reprends également Pierre Ouzoulias, qui est donc communiste, qui lui aussi a observé que l'article 1 ne prenait pas en compte les démonstrations politiques, ce qui inclut les gestes comme les saluts nazis. Oui. On vient de parler de se signer sur un terrain. Il y a aussi les saluts nazis qu'on a vu fréquemment. Vous aussi porter des messages politiques sur votre maillot, donc il faut être une vigilance absolue. Non, mais est-ce qu'on ne part pas dans une dérive totale, puisque de toute façon, ce n'est pas maîtrisable? Encore une fois, 307 000 clubs de sport. Nous avons 17 millions de licenciés dans notre pays et à peu près autant qui pratiquent le sport sans être licenciés dans un club. Et, on ne va pas mettre, excusez-moi, mais un policier de la morale derrière chaque pratiquant sportif. Il faut être prudent. Tolérance zéro avec les abus, les dérives, celles et ceux qui veulent mettre à bas les principes de la République, mais acceptation des différences. Ça n'est pas simple. La loi de M. Savin, qui est sûrement quelqu'un de très honnête, que je connais bien, qui est sûrement un grand laïc, va tellement loin qu'elle aboutit finalement à une laïcité de l'exclusion. Et moi, je veux une laïcité du rassemblement, de la protection et surtout de la tolérance. Quand on parle d'exclusion, effectivement, on parlait des jeunes filles, parce que ce sont elles qui sont visées a priori le plus, à cause de cette, de ce voile qu'on voudrait voir quitter. Le facteur discriminant de cette question-là aussi, c'est de se poser la question si on parle des représentants, c'est-à-dire ceux qui sont sur le tapis en tant que judoka, sur le terrain en tant que footballeuse ou handballeuse, mais il y a tous ceux et celles, en tout cas celles qui sont derrière aussi. Que faudrait-il faire des accompagnants, par exemple? Alors ça, c'est la fameuse question. Est-ce que les accompagnants du service public, on se rappelle des sorties scolaires, oui, mais etc. On y est, on est sur School TV, donc ça nous occupe aussi. Bien sûr, la loi a tranché, elle a estimé que les accompagnants ne sont pas des auxiliaires du service public de l'enseignement et donc peuvent porter le voile. Le Conseil d'État a été très clair, à condition qu'elles ne rentrent pas dans une dynamique d'instruction, de transmission des savoirs. Si ce n'est que de l'accompagnement, le voile est possible. Dès qu'on franchit la barre et l'étape de la transmission des savoirs, là, la neutralité de l'État s'impose. La neutralité de l'État, partout, dans l'éducation, dans les services publics locaux, dans les services publics nationaux. Ça, je suis bien sûr là sur une tolérance zéro avec des débordements. Il nous reste plus que quelques minutes, si vous le voulez bien, Monsieur le Sénateur, pour peut-être comprendre pourquoi autant de débats autour finalement de la laïcité, de ce port du voile qui fait débat depuis tellement longtemps maintenant, depuis des dizaines et des dizaines d'années, notamment avec l'affaire de Creil. Est-ce qu'il y a une mauvaise compréhension, clairement, du principe de laïcité? Est-ce qu'on n'est que dans une dimension politique? Qu'est-ce qui fait que... Ou alors, clairement, peut-être des définitions, si je puis dire, de la laïcité qui s'affrontent? C'est un débat qui revient régulièrement. Faut-il modifier la loi de 1905? Oui. Et la conclusion en général des parlementaires, elle est tellement bonne que n'y touchons pas, quoi. N'y touchons qu'en tremblant. Il y a eu des modifications, mais je pense qu'elle est encore très juste. C'est-à-dire que cette loi dit quoi? Elle dit neutralité, encore une fois, des services de l'État. Protection de la foi à condition qu'on ne veuille pas mettre en péril les principes de la République. Tout ça est très bien.
il faut accepter de manière tout à fait organisée, assumer qu'il y a différentes religions dans notre pays. Nous ne voulons pas interdire les religions. Ce que nous disons simplement, c'est que si la religion, comme c'est la vocation de l'islamisme politique, qui n'est pas l'islamisme pratiqué par tous les musulmans en France, encore une fois, tout ceci montre que on est sur une forme de débat qui est, je dirais pas manipulé, mais parfois instrumentalisé pour des raisons politiques nationales. Et moi, je ne veux pas, pour conclure, de cette trumpisation du débat public dans notre pays qui risque de se produire à l'égard des musulmans. Attention, danger en la matière. S'il y a des prédateurs, il y a des prédateurs islamistes, c'est qu'ils ont des proies potentielles. Eh bien, ne créons pas de nouvelles proies. Mais est-ce que aussi ça ne risque pas de faire l'effet inverse, c'est-à-dire pour justement d'offrir l'argument de la discrimination à tous ces radicaux, à tous ces endoctrineurs radicaux? Bien sûr, si vous discriminez des jeunes femmes parce qu'elles ne pourraient plus aller dans un club de sport, parce que les compétitions leur seraient interdites parce qu'elles portent le voile, ce sont des proies, bien évident, pour celles et ceux qui pensent que la République ne nous aime pas. Le message qui est porté par les islamistes, c'est la République française ne vous aime pas. Elle vous interdit de croire dans votre religion, de pratiquer votre religion. Ne leur donnons pas ce prétexte-là. Prochaine étape, monsieur le sénateur, pour bien qu'on comprenne, donc adopté a priori au Sénat le 18 février dernier. François Bayrou, pareil, emboîte le pas. Est-ce que donc c'est le vote à l'Assemblée? Alors, pour l'instant, le texte n'est pas encore inscrit à l'Assemblée nationale. Nous verrons bien si les LR l'inscrivent dans ce qu'on appelle dans le jargon leur niche, leur espace réservé, ou est-ce que le gouvernement l'inscrit dans son temps gouvernemental. Pour l'instant, je n'ai rien vu apparaître en la matière. Ce que je sais, c'est que si ce débat a lieu à l'Assemblée nationale, il sera encore plus dur en raison du contexte politique de l'Assemblée nationale que ce que nous connaissons ici au Sénat, en tout cas tel qu'il a été abordé au Sénat. Et si cette loi devait prospérer, eh bien, je pense qu'un recours devant le Conseil constitutionnel sera utile pour vérifier, je dirais, le caractère juridique acide de cette loi. Je rappelle qu'une PPL, une proposition de loi, ne peut pas faire l'objet d'un avis du Conseil d'État. Je le regrette, parce que s'il y avait eu un avis du Conseil d'État sur la base d'un projet de loi, ce n'a pas été le cas, je pense que nous aurions eu peut-être un débat différent au Sénat. Oui, peut-être effectivement moins de mots lourds, et encore, on n'est pas à l'Assemblée, comme vous venez de suggérer, de le préciser, puisqu'on s'attend au pire en ce moment dans les débats à l'Assemblée. Merci beaucoup, Patrick Caner, d'être venu sur le plateau du Grand JT. Et je vous donne ma proposition de loi. Et je suis ravie, merci mille fois. Je vais la lire précisément et avec attention. Et on en reparle, si vous le voulez bien, sur un autre plateau ici. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve. Aujourd'hui, dans votre chronique, Adrien, vous êtes intéressé à la série Adolescents, ce nouveau phénomène sur Netflix. Le phénomène, c'est le mot, sous plein d'aspects. Vous allez voir, phénomène médiatique déjà. Adolescents est devenu la première série diffusée. On continue à se classer en tête des audiences télévisées hebdomadaires au Royaume-Uni. Elle a devancé des émissions de la BBC, la chaîne de référence outre-Manche, dans les derniers classements officiels. Le premier épisode a été vu par 6,45 millions de personnes au cours de la première semaine. C'est tout simplement la plus forte audience pour une émission de télévision de streaming au Royaume-Uni en une seule semaine au niveau mondial. Elle est aussi numéro 1 avec plus de 24 millions de vues sur les 7 premiers jours. Alors pour vous donner envie aussi de rejoindre les nombreux fans de cette série, on regarde un extrait de la bande-annonce et on continue d'en parler juste après. On est armés! Vous cherchez quoi? Les mains en l'air! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne maison! Il a rien fait, papa! Mais c'est qu'un gosse! Papa, j'ai rien fait, c'est pas vrai! C'est un bon gamin. Jamie, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard? Oui? Alors on peut dire que vous êtes amis? C'est elle qui est morte? Pourquoi tu demandes ça? Tu crois que c'est possible qu'on parle un petit peu de ton père? J'ai rien fait, je suis innocent! Toi aussi, Eddie, t'es un père génial. Il n'est pas déclaré coupable, il est juste accusé. Voilà, donc
Donc, le pitch très rapidement, vous l'avez compris, un adolescent de 13 ans est accusé de meurtre. Sa famille, une psychologue et l'inspecteur chargé de l'affaire se demandent ce qui s'est réellement passé. Alors jusque-là, a priori, tout est classique, hein, comme une intrigue policière. Ce qui n'est pas forcément classique, c'est que la série est arrivée jusqu'aux mains du Premier ministre. Ouais, c'était un peu la volonté de Stephen Graham, finalement, le co-créateur de la série et celui qui joue le père de l'adolescent. Il ne pensait sans doute pas que ses paroles allaient être suivies d'actes. Dans une interview au magazine Première, il avait dit « On voudrait que la série puisse être une étincelle qui ouvre le dialogue à la maison, même à l'école, voire au sein du gouvernement. » Il a été entendu, hein, puisque cette semaine, au Parlement britannique, il s'est passé ceci. À la maison, nous regardons Adolescence avec nos enfants. J'ai un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans et c'est un très bon drame à regarder. Cette violence, exercée par des jeunes hommes influencés par ce qu'ils voient en ligne, est un véritable problème. Nous mettons en place des équipes spécialisées dans le viol et les délits sexuels dans toutes les forces de police qui travaillent sur les appels reçus. Mais il s'agit aussi d'une question de culture et je pense qu'il est important que nous nous attaquions à ce problème émergent et croissant dans toute l'Europe. Voilà pour l'intervention du Premier ministre qui a soulevé le fond du problème, car Adolescence, ce n'est donc pas qu'un simple meurtre et une enquête derrière. L'intrigue aborde aussi et surtout la misogynie, le harcèlement notamment sur les réseaux sociaux et le rôle des influenceurs masculinistes et de ceux qui revendiquent la haine, voire la violence envers les femmes. Alors on a parlé du Premier ministre, du Parlement britannique, mais finalement c'est dans tout le Royaume-Uni que la série fait écho. Oui, car la violence est partout, en ligne évidemment, et nos voisins britanniques n'y échappent pas. L'adolescent de la série, Jamie, s'est radicalisé devant son téléphone et son ordinateur, seul, dans sa chambre. Et ça, l'édition anglaise du magazine Glamour l'a bien compris. Il rappelle dans une enquête, il ne faut que 23 à 26 minutes pour qu'un garçon se fasse recommander du contenu misogyne sur TikTok ou YouTube. Et ce contenu se répercute ensuite dans la société britannique. Plusieurs meurtres sexistes ont eu lieu ces derniers mois, impliquant souvent des jeunes victimes, mais aussi des assassins mineurs au moment des faits. Il y a 2 semaines tout juste, le 10 mars, un jeune homme de 17 ans a été condamné par la justice britannique pour avoir étranglé puis poignardé à mort sa grande sœur de 19 ans. Pour justifier son geste, l'adolescent avait expliqué avoir été maltraité par sa sœur pendant de nombreuses années. Autre symbole de cette jeunesse de plus en plus violente, en septembre dernier, 2 jeunes garçons de 13 ans seulement ont été reconnus coupables au Royaume-Uni du meurtre d'un homme de 19 ans avec une machette. Un crime qui avait choqué outre-Manche puisque les 2 enfants sont les plus jeunes condamnés pour meurtre depuis 30 ans dans le pays. Depuis 2015, les crimes au couteau ont augmenté de 80% au Royaume-Uni. Et face à la gravité de la situation, le Premier ministre britannique a interdit en septembre 2024 justement la détention et la vente de machettes ainsi que de couteaux dits zombies, des armes blanches à double tranchant et à la lame incurvée. En 2023 déjà, le gouvernement britannique avait adopté le Online Safety Act, une grande loi sur la sécurité numérique visant à protéger les jeunes contre les contenus illégaux et préjudiciables. Il faudra beaucoup plus que cela pour endiguer le phénomène. Et cela passera peut-être par la série Adolescence et un électrochoc. Le Premier ministre, toujours lui, s'est dit favorable à ce que le programme soit diffusé dans les écoles du pays, comme le réclamait Stephen Graham, le créateur de la série. Face à l'explosion de la violence, l'école a un rôle déterminant à jouer au Royaume-Uni et partout dans le monde. Merci beaucoup Adrien. On va tout de suite retrouver Meilleur de School TV avec le Zap. Quelles sont les difficultés pour un parent au quotidien ? Déjà, on en parlait juste avant, c'est l'entourage et enfin même les inconnus, c'est-à-dire le regard des autres. Et il y a énormément de culpabilité chez ses parents. Avant même qu'il y ait un diagnostic ou qu'on pense à un TDAH, déjà, le parent se remet en question de se dire mais qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que moi je fais de mal, c'est quoi le problème avec mon enfant. Et on essaye 50 méthodes, l'écoute active, la bienveillance, les punitions, les menaces, on essaye plein de choses et on voit que rien fonctionne. Alors que parfois on a des frères et sœurs, ça roule comme d'autres enfants. Donc on se dit quel est le problème, et donc du coup ça c'est très culpabilisant pour les parents jusqu'à ce qu'on arrive à éventuellement la pose d'un diagnostic si on en vient là. Et là, d'un coup, on se dit, ok, c'est un trouble neurodéveloppemental. En fait, le TDAH, on est avec. Donc, c'est pas moi qui ai rendu mon enfant comme ça. Et donc, à partir de là, on peut construire. Vous montrez les stigmates du harcèlement. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que celles et ceux qui en ont été victimes, ils en veulent quand même à mort à leur harceleur. Et quand je dis à mort, j'exagère un peu, mais pas beaucoup, parce qu'ils ont beau avoir été eux-mêmes victimes de violences qu'ils jugent intolérables.
ils rêvent de vengeance tout aussi terrifiante quand même. Oui, très souvent, oui, c'est ça. Ils ont vraiment ils ont du mal à pardonner, ouais. Effectivement, c'est le cas. C'est donc une confrontation peut-être peut fonctionner, mais on en a fait une justement. Donc dans le film, on fait. Donc il y a une. Alors racontez-la avec les adultes, vous allez dire. Ah non, la confrontation avec la fameuse l'éducatrice spécialisée. Qui est harceleuse. Ce qui est dingue, elle est devenue éducatrice spécialisée quand même. Ouais. Et donc c'est vrai qu'il y a des échanges assez pas houleux, mais disons qu'ils ne comprennent pas forcément. Elle leur explique que c'est parce qu'elle n'était pas bien chez elle, qu'elle essayait de trouver un moyen de soulager sa souffrance. Et donc, mais ils ne comprennent pas forcément ceux qui sont en face. Donc c'est complexe. Et elle porte le poids. La culpabilité d'avoir été harceleuse, même si elle a appelé la fille qu'elle avait harcelée. Oui, elle l'a appelée des années plus tard, mais elle lui a dit qu'elle avait fait son bout de chemin et puis que... La victime lui a dit ça. Oui, la victime, oui. Et lui a dit, alors ce qui est là encore très étonnant, c'est que, parce qu'on est quand même dans le domaine des représentations avec votre histoire, c'est que la victime lui dit au fond ce que beaucoup de personnes, beaucoup de témoins du harcèlement ont pu dire pendant des années, elle dit ça m'a endurci. Oui. Et ça c'est un des trucs qu'on dit, on dit bon allez ça va passer, puis ça va, ça va si c'est un garçon on dit ça va nous en faire un homme. Oui, bien souvent c'est triste, mais quand on passe par des souffrances, on s'endurcit ou du moins ça renforce quoi. Et c'est souvent le cas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les décodeuses et pourquoi justement, qu'est-ce qui lui a donné envie quelque part de créer les décodeuses, d'en faire un projet entrepreneurial, d'en faire surtout bénéficier les autres femmes? Alors Décodeuse, on est un organisme de formation et on forme donc les femmes spécifiquement de quartiers prioritaires au métier de la tech. Cette année, on se spécialise sur 2 secteurs en particulier, le secteur de la cybersécurité et tout ce qui va être code et développement d'applications. L'idée, c'est de voir comment est-ce que de l'extérieur, c'est vrai que l'enjeu de la tech, l'enjeu du numérique, ça paraît être de l'entre-soi. Oui. Comment est-ce qu'on y accède? Est-ce qu'on a notre place? C'est vrai qu'en tant que femme, et peut-être d'autant plus en tant que femme des quartiers prioritaires, il y a peu de gens qui nous ressemblent dans ces carrières-là. Et ce que Swat Boutegrabé, la fondatrice de l'association, a découvert, c'est qu'une fois qu'on arrive à y pousser les portes, il y a de la place, il y a de l'espace et on peut s'y épanouir. Mais tout l'enjeu reste comment est-ce qu'on arrive à franchir cette première porte qui reste essentielle pour accéder à ces métiers-là. C'est pas évident, hein. C'est une question qu'on se pose effectivement et je l'ai dit régulièrement ici, d'ailleurs avec vous aussi, Benoît. Vous avez commencé vos ateliers dans des endroits, justement, j'en parlais, des quartiers populaires, prioritaires aussi, notamment à Belleville, c'est ça? Absolument. Pourquoi? Eh ben, tout a commencé de façon assez spontanée avec donc Swat Boutegrabé, la fondatrice, qui s'est mis à s'initier un petit peu au code. Comme justement, il n'y avait pas forcément de voie vers ce secteur qui pouvait lui être accessible. Elle y a mis un peu les mains dans le cambouis elle-même. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait s'auto-former et voir comment est-ce qu'elle pouvait aussi former des femmes de son quartier. Donc ça a commencé de façon très organique à Belleville, en plein cœur d'un quartier prioritaire, et de voir comment est-ce que c'est des espaces qui peuvent se créer pour justement rendre le milieu de la tech, le milieu du code plus accessible. Il y a encore beaucoup besoin de vulgariser, ouais. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Vulgariser, oui, pour stopper les idées reçues. Et la psychoéducation, c'est vraiment connaître et comprendre le TDAH. Ça passe par vraiment cette compréhension pour savoir que l'enfant, il ne fait pas exprès. Voilà. Parce que les principaux préjugés, vous l'avez dit, ce serait que l'enfant est mal éduqué finalement. Il est mal éduqué, il est pas sage, il n'écoute rien, et il ne fait pas d'efforts. Et il fait exprès de se comporter comme ci, comme ça. Par exemple, d'avoir du mal à gérer ses émotions, d'avoir du mal à se concentrer, d'avoir du mal à se mettre à la tâche pour ses devoirs, etc. Et donc, tout ça, si même les parents, à la fois les enseignants, mais aussi les parents, si ils pensent que l'enfant fait exprès, l'enfant, il se sent acculé, il se sent incompris. Et donc, en fait, ça fait redoubler les comportements inadaptés et les difficultés de l'enfant. Et puis après, ça le dévalorise énormément en termes d'estime de soi. C'est compliqué après de retravailler ça. Donc, c'est important de faire des dépistages et des diagnostics le plus tôt possible pour éviter justement ce genre d'idées reçues. Votre documentaire, il souligne le fait qu'il y a beaucoup de témoins lorsqu'il y a harcèlement, et vous soulignez le rôle des adultes, qui est quand même pas brillant. Les adultes, oui. Pourquoi n'interviennent-ils pas? Pourquoi les élèves ont-ils du mal à se confier? Pourquoi sont-ils assez formés? Donc pour ça, on a organisé une rencontre entre les élèves du groupe et les adultes, élèves et profs de l'établissement. Et c'est une séquence très riche.
qui est dans le documentaire. Séquence dans laquelle on voit se dessiner une rupture de confiance, y compris quand vous dites que quand c'est dans le documentaire, il faut qu'on le regarde. Qu'on le regarde, il est sur la plateforme France.tv. Et jeudi 22h50 sur France 3. Mais quand même, vendez un peu la mèche. Rupture de confiance entre les jeunes et les adultes. Lors d'une réunion avec des personnels d'éducation, il y a même une d'entre elles qui le dit. Je ne sais pas si elle est enseignante ou pas. Qui dit, moi, mon problème, c'est que finalement, vous ne nous faites pas confiance, les jeunes. Oui, c'est ça, oui. Bien souvent, oui, de part et d'autre. Et souvent, c'est dissimulé, donc le prof ne le voit pas. Non, c'est vraiment... c'est très compliqué. Le prof, est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a ses cours? Donc, c'est partagé et ils ont du mal à s'entendre. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi dans le témoignage des enfants victimes ou des adolescents victimes. C'est pour certaines ou certains le souci de protéger leurs parents. On n'ose pas leur dire, on ne veut pas leur faire de peine. Oui, on ne veut pas leur faire de peine, on ne veut pas paraître pour quelqu'un de faible. Et bien souvent, c'est le cas. On comprend que c'est un accompagnement qui est quand même sacrément complet, aussi, 360 degrés. Est-ce que les décodeuses et les femmes qui suivent vos programmes, tout ça, ça représente un vivier de talent pour les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Absolument, et c'est là où l'enjeu de la mixité, de la parité prend aussi tout son sens. Bien sûr qu'on peut penser ces questions-là sous des questions de valeur, mais il y a aussi des questions très concrètes. C'est des équipes, les équipes diverses sont des équipes qui sont très riches, qui arrivent à résoudre des problèmes très complexes de façon plus fine, plus complémentaire. Et c'est ça aussi qu'on pousse pour les entreprises, avoir des équipes qui sont pluridisciplinaires, avec des profils et des backgrounds divers. C'est aussi des équipes qui sont plus à même de pouvoir répondre aux enjeux de la tech. On le sait, les enjeux de la tech, c'est des enjeux qui sont de plus en plus complexes. La montée de l'IA, les enjeux de cybersécurité, c'est des questions qui sont essentielles. Et aujourd'hui, plus on va avoir des personnes et des équipes qui vont être diverses, plus on va avoir une réponse aux solutions qui sera globale. Alors, vous parliez de cybersécurité tout à l'heure. On a un expert en cybersécurité justement sur le plateau, Benoît Grunemwald. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, les décodeuses? Je suis fan. Je suis fan dans la mesure où on voit bien ce que vous dites de la complémentarité des différents profils. Ça, c'est très important. On sait que les cybercriminels et les écosystèmes numériques sont de plus en plus complexes. Donc, pour pouvoir les appréhender, il faut des profils qui sont eux aussi complexes et surtout complémentaires et différents. C'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que on voit, nous aussi, la nécessité d'amener ces profils dans les entreprises pour les amener à grandir et amener à grandir ensemble l'entreprise et les différents profils. À la fin de ce grand JT, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe, à la régie, à la réalisation aujourd'hui. C'est Ulysse Touré, au son Alexis Oustabassidis, le maquillage Emma Rassafin-Ralambeau. Et puis Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Aujourd'hui, effectivement, Adrien Fontenot avec nous. On vous retrouve également demain, Adrien. Demain pour le JT. Nous serons ravis de vous recevoir, évidemment, dans le grand JT. Et être avec vous. Et d'ici là, nous vous souhaitons donc une très belle soirée. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Nicolas.